les Burecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Serbie-Suisse, un match rocambolesque, rempli de retournements de situation, en tout cas en première mi-temps. Découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté. On ne perd pas de temps car il y a beaucoup de choses à dire. En premier, nous verrons les compositions des deux équipes. En deuxième, le petit point historique, l'analyse sous format chronologique qui fait office de résumé. C'est pour la partie 3. Et enfin, les tops et les flops, entre-temps le tableau de bord, le classement, etc. Allez, c'est parti. La composition des deux équipes, on commence par celle qui reçoit entre guillemets l'équipe serbe. Dites-le moi si je prononce mal les noms dans les commentaires comme d'habitude et dites-moi la prononciation. Voilà, pour les deux équipes, ça le vaut. Vanja Mililinkovic dans la cage serbe. La défense à 3 avec Strafrinja Pavlovic, Nikola Milenkovic et Milos Veljkovic. Au milieu de terrain, les deux pistons d'abord, c'est Filip Kostic et Zivkovic. On retrouvera au milieu de terrain Milikovic Savic et Lukic. Le numéro 10, Dusan Tadic et Mitrovic accompagné de Dusan Vlahovic, une des révélations de cette saison, en attaque. La composition de l'équipe de Suisse, Gregor Kobol dans les cages, Sylvain Wedmer et Ricardo Rodriguez seront les latéraux. On retrouve Fabian Scher, Emmanuel Akanji en défense, Remo Freuler et Granit Xhaka au milieu de terrain. On retrouve Mohamed Sow en numéro 10 sur les côtés, Ruben Vargas avec Jardan Chakiri, l'ancien joueur de l'OL, et Brahim Embolo en seul attaquant de pointe. Donc faisons un petit point historique. Euh, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des matchs recensés, c'est Yougoslavie. On ne va pas faire de débat politique là, dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Ce n'était pas le sujet non plus du match. Vous verrez pourquoi je dis ça. Vous le savez, la FIFA a accordé à la Serbie de prendre le palmarès yougoslave, donc on va faire comme la FIFA nous l'indique. Allez, donc avant cette fameuse rencontre à Doha au Stadium 974, il n'y avait eu que 4 confrontations directes entre ces deux nations, dont une seule avec l'appellation Serbie pour nos amis serbes. C'était en 2018 en Russie. Avec une victoire 2 buts à 1 des Suisses en phase de groupe. Puis autrement, il y avait eu 3 confrontations avec l'appellation Yougoslav pour les Serbes. En septembre 2001, Suisse-Yougoslavie, 2 buts à 1 pour les Yougoslaves. Il y avait eu aussi au mois de mars de la même année un but partout en Yougoslavie. Ça, c'était pour les qualifications de Coupe du Monde. Et puis autrement, il faut remonter à 1950, un peu loin dans le temps, avec une victoire 3-0 des Yougoslaves. Les amis, analysons cette rencontre de manière chronologique, ça fera office de résumé. Donc, d'entrée, on va se dire qu'on va avoir le droit à du spectacle, enfin, parce que cette Coupe du Monde est assez inintéressante, disons-le, on ne va pas se le cacher, avec d'entrée de jeu sur les 3 premières minutes, une Nati qui va mettre énormément de pression sur la cage serbe, avec une triple occasion ratée, etc. Il y a vraiment le feu sur la cage serbe. Bon, après avoir passé cet orage côté serbe, on va vite mettre le pied sur le ballon. Ce sont les Suisses qui vont être un peu plus dangereux à ce moment-là sur les contre-attaques. Donc, après les 20 premières minutes de jeu, on se dit allez, ça y est, le match a pris son rythme et puis c'est les Serbes qui ont remporté le duel pour savoir qui aurait la maîtrise du match. À ce moment-là, on avait ces pensées-là, mais les Suisses vont nous climatiser et nous faire mentir. Ouverture du score à la 20e minute par l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Jardan Chakiri, qui évolue maintenant en MLS, en Amérique, aux États-Unis. Donc après cette ouverture du score, tout va être remis en question dans ce match. Est-ce que la Suisse va un peu plus se libérer, va un peu plus prendre conscience? Est-ce que les Serbes vont prendre un coup sur la tête? On sait que les 5 minutes suivant un but sont toujours très intéressantes à analyser et souvent détournant dans les rencontres. Bon, on se dit à ce moment-là,
Dans les faits, la Suisse va prendre un peu plus confiance, mais va rester quand même sous pression malgré quelques situations et va craquer 6 minutes après. Bon, je dis ça, on dit souvent 5 minutes, c'est 6 minutes après. Les Serbes répondent aux Suisses un but partout, donc les Serbes n'ont pas pris de coup sur la tête et croient encore en leur chance de qualification. Donc, à ce moment-là, un match débridé va se mettre en place jusqu'à la 36e minute. Il va y avoir des occasions de part et d'autre. Disons, ça va aller d'une cage à l'autre. On va vraiment pas s'embêter et avec d'énormes occasions, il y aura beaucoup de ratés aussi dans ce match, il va falloir le dire. Mais ça va durer jusqu'à la 36e minute. Les Serbes vont prendre l'avantage euh, et vont après mettre vont aller un peu moins vers l'avant et vont rester un peu plus sur leur défensif, en tout cas jusqu'à la pause, car aussi l'Anati pousse pour pouvoir revenir au score avant la pause, pour pouvoir mettre les choses à plat pendant la mi-temps et repartir sur d'autres bases en seconde période. Ils vont réussir à revenir, ça sera juste avant la pause, 43e minute, si je m'en abuse, 44e avec Bril Mbolo. Mi-temps, alors à la mi-temps, un scénario avec 4 buts en première période, c'est vraiment très prolifique. On s'embête vraiment pas. C'est une des meilleures périodes, si ce n'est la meilleure période dans cette Coupe du Monde. Il y a du suspense. Le match n'est pas plié. Oui, on a eu certains matchs où il y a eu beaucoup de buts, mais la rencontre était pliée à la pause. Là, il y a vraiment beaucoup de suspense. Surtout que l'équipe qui gagnait était qualifiée. C'est ce qu'il fallait se dire. Il y avait donc un énorme enjeu. Au retour des vestiaires, on va espérer repartir sur les mêmes bases. On va penser repartir d'ailleurs sur les mêmes bases. 48e minute, Remo Freuler va donner l'avantage aux Suisses. On se dit, ce match est complètement fou. On se retrouverait dans un match FIFA où on se retrouve avec des 5 partout à la fin. En tout cas, voilà. On se dit, chance, on est tombé sur le bon match. Et enfin, un match de Coupe du Monde 2022 très très intéressant avec beaucoup de suspense. D'ailleurs, après que la Suisse va prendre l'avantage, on va plutôt leur conseiller de ne pas essayer à tout prix de garder ce résultat. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Surtout dans ce genre de match, il y a un énorme enjeu, il y a de la pression, donc il y aura forcément du déchet technique. Il y en a eu dans les faits, du déchet technique d'ailleurs. Euh, J'ai ça parce que le reste du conseil va se retrouver faux. Et on va se dire, les Suisses voudraient mieux peut-être attaquer car il y a beaucoup d'espace. Le match est extrêmement ouvert et donc ça serait compliqué de pouvoir vraiment fermer toutes les petites brèches qui puissent s'ouvrir. Bon, ce conseil va se retrouver être mauvais puisque la Suisse va reculer, les Serbes vont mettre un peu la pression. Bon, est-ce que c'est une volonté suisse? Est-ce que c'est une obligation mise par les Serbes? Il y a débat car on voit vraiment que les Suisses veulent vraiment nous endormir. Ils cassent réellement le rythme, on ferme réellement les espasmes. Voilà, on fait des fautes d'anti-jeu, etc. Donc voilà. Donc ça vraiment, ça met vraiment le doute. Je pense réellement que la Suisse a voulu jouer en bloc bas et jouer des contres. Et nous qui pensaient que c'était mauvais, bah non, ça s'est retrouvé efficace. Donc voilà. Cette deuxième période va être relativement chiante, on va se dire. Surtout 75e minute, on va voir réellement la Serbie abdiquer. Cet aveu, ça coïncide avec la sortie du capitaine Dusan Tadic qui fêtait sa dernière sous le maillot serbe. Donc voilà. Vraiment, on s'embête. Donc, découvrons quelques graphiques pour prouver ce que je vous disais, me justifier en tous les cas. D'abord, une petite stat, il faut savoir que la Serbie, c'est la deuxième moins bonne défense de cette Coupe du Monde. 8 buts encaissés en phase de groupe. La moins bonne est à 11 à la fin de la phase de groupe, c'est le Costa Rica. On a concédé 46 tirs, on le voit. Donc c'est vraiment un point très faible. Voilà aussi pourquoi le match était prolifique. Côté expected goal, 2,39 expected goal côté suisse, 1,41 côté serbe. Vraiment, surtout en première mi-temps avec beaucoup d'occasions. Donc voilà les temps forts à présent. Donc on va surtout s'attarder sur la première mi-temps
où vraiment il va y avoir une alternance entre les temps forts suisses et des temps forts serbes toute la première mi-temps. Donc sur la deuxième période, on verra un temps fort suisse en début de seconde période qui va donner lieu à un but, le dernier de cette rencontre. Puis après ce but, disons de la 50e jusqu'à la 75e, jusqu'à qu'on rentre dans le dernier quart d'heure, on voit un gros temps fort serbe. Mais voilà, après plus grand chose, ça montre bien que ce que je disais, l'abdication des Serbes due à la sortie de leur capitaine Dusan Tadic. Les amis, regardons le tableau de bord tout de suite. La première partie du tableau de bord, 45% de possession pour les Serbes, 41% pour les Suisses, 14% de situation de match de temps perdu, disons. On était plus à 8-9 en début de Coupe du Monde. On a tendance à monter un peu plus dans cette fin de phase de groupe. Pour le reste, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. On passe à la suite du tableau. 11 tirs côté serbe, 14 côté suisse, c'est relativement équilibré. 4 cadrés côté serbe, 7 côté suisse. 10 tirs de chaque côté de l'intérieur de la surface. On n'a pas voulu tenter de loin. Un peu plus côté suisse, 4 tirs de loin, un seul côté serbe. Peut-être que face aux défenses regroupées comme l'était la Suisse en seconde période, il aurait peut-être fallu tenter pour essayer de faire sortir. Même si elle part 3 mètres à côté ou 3 mètres au-dessus, ça fait comme de douter, il suffit d'une fois pour que ça fasse mouche. Donc la discipline, pas moins de 11 cartons dans cette rencontre. Oui, vous l'avez bien entendu, 7 côté serbe, 4 côté suisse. C'est dû à une fin de match qui va dévier carrément sur le sujet politique. Donc je vais me permettre d'ailleurs de faire un petit point là-dessus parce que ça m'a réellement énervé en fin de match. La politique n'a rien à faire dans le football. Le football est une fête. Certes, on peut avoir certains joueurs suisses avoir des origines slaves. J'utilise un nom assez générique, je ne voudrais pas faire de débat. Voilà. Certes, il y a peut-être certaines questions dans cette partie du monde à l'est de l'Europe, mais elles n'ont rien à faire dans le football. Et là, je suis vraiment sincère et vraiment très énervé. Surtout, il y a eu des choses à ne pas voir dans un match de football et qui peuvent être choquants. La FIFA s'en occupe. J'ai essayé de chercher ça. J'ai pas très bien compris ce qui allait se passer, mais je sais qu'il va y avoir quelques sanctions. Voilà. Donc, le reste de ce tableau de bord, donc il y a eu 18 fautes côté serbe, 13 côté suisse, 0 hors-jeu dans ce match. Le voilà. Le match sans hors-jeu dans cette Coupe du Monde, il y aurait dû en avoir un plus tôt avec le fameux Belgique-Canada, c'est pas le sujet, erreur d'arbitrage, on reviendra pas dessus, on laisse de côté. La suite du tableau de bord, 476 passes côté serbe, 390 réussis, on a un peu plus de 86-87% de possession, passes réussites, 403 passes suisses, 325 réussis, on doit être aux alentours des 88-89, on le sait, pour espérer gagner un match, c'est 90, voilà pourquoi au minimum les Serbes n'ont pas gagné. Si on a 89, ça va. Ou 88 à la rigueur, suivant la physionomie. 23 centres à 13, on s'est entêté à centrer alors que peut-être il y avait peut-être mieux à faire, sachant que la défense suisse était ultra concentrée. 6 centres côté serbe, 2 réussis seulement. Donc au final, il y en a 17 ratés, 4 côté suisse. Je vous le disais, il y a eu beaucoup de déchets. 7 renversements côté serbe. On en a l'habitude côté serbe, ex-Yougoslavie, entre guillemets. 9 côté suisse, c'est assez intéressant. On a essayé de déstabiliser l'adversaire. Côté coup de pied arrêté, 2 corners côté serbe, 0 côté suisse. C'est un peu malheureux. 14 coups francs à côté serbe, 18 côté suisse. L'homme du match, c'est le capitaine suisse Granit Xhaka, félicitations à lui. Donc de fait, regardons le classement de cette phase de groupe, de ce groupe G, actualisé après les 2 dernières rencontres. Le Brésil qui s'est incliné dans les toutes dernières secondes face au Cameroun avec un but d'Aboubacar qui a été exclu parce qu'il a enlevé son maillot deuxième jaune. La petite pointe comique du jour, voilà. C'est malheureux mais c'est le règlement. On pourrait faire débat mais c'est pas le moment. La Suisse deuxième 6 points, le Cameroun 4 points qui échoue de très peu à la qualification, la Serbie dernier avec 1 point et la deuxième pire défense de cette Coupe du Monde. Les amis, les tops et les flops, c'est parti. Le premier top, c'est Granit Xhaka. Le capitaine de la Nati a assumé son statut de leader en mobilisant son équipe et en montrant l'exemple.
En effet, il fit preuve de solidité au milieu de terrain grâce à l'agressivité et l'impact qu'il a mis dans les duels, tout en ameutant ses troupes. Bon, il n'a pas été décisif, ce but passe décisif entre guillemets, mais a été décisif sur le sort du match. Le deuxième top, Tcherdan Tchakiri, auteur du premier but de la rencontre. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a mis d'entrée de jeu son équipe sur des bons rails. Mais il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il était à l'origine des deux autres buts suisses en faisant les différences qui emmenaient le danger dans la surface serbe et qui emmenaient les deux buts de ce fait. Le premier flop et le seul d'ailleurs de cette vidéo, le seul unique, c'est la deuxième mi-temps. Alors qu'on a eu droit à un premier acte exceptionnel, le deuxième a été tout le contraire. On sait quand il y a un acte exceptionnel, l'autre est un peu moins bien, mais là, il y a d'autres choses aussi qui m'ont énervé. On reviendra dessus juste après. En effet, Remo Freuler ayant inscrit un troisième but dès le retour des vestiaires, la Nazi a voulu, en toute logique, conserver son avantage et endormi tout le monde. Malheureusement, si ce second acte a été déjà très ennuyeux, il s'est transformé à une véritable opposition politique avec des débats et ça est parti à la catastrophe. Le débat a déjà été fait, je ne reviendrai pas dessus car c'est très énervant et je ne voudrais pas m'énerver. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut.